je venais de passer d'abord 2 ans de résistance, ensuite 3 ans de captivité, et ensuite 5 ou 6 ans où je n'avais fait qu'étudier les crimes des nazis, et attention, les crimes de Staline. Au fond, les 2 grands terroristes, si on peut dire, les 2 grands terroristes européens. On annonce que les Français sont en train de bombarder Lorès, qui était la région où j'avais été. Alors, Massillon, bouillant d'indignation, dit on ne va pas aller bombarder des populations civiles. Et là, vous vous retrouvez devant une guerre. Et là, je me retrouve brusquement retransporté en Algérie. Quelles étaient vos armes? Ah, uniquement le témoignage. J'allais là-bas comme témoin. Je vais dans l'Orès, je retrouve des gens que je n'avais pas vus depuis 14 ans. Et je constate un effondrement économique dramatique. Je me dis, il faut absolument que le pouvoir français fasse quelque chose pour soulager la misère algérienne. Je me suis dit que lorsqu'on était ethnologue, on était dans la position d'un avocat. C'est-à-dire? Eh bien, un avocat doit défendre son client. Et moi, mon client, c'était l'Algérie. Je me suis trouvée dans un pays où je connaissais chaque sentier. Et je me suis trouvée à ce moment-là avec l'expérience des ressources de ce pays. Et j'ai constaté qu'en 14 ans, ces ressources avaient diminué d'une façon tragique. J'ai donc essayé d'analyser les causes de cette dégringolade, et de cette dégringolade mortelle. J'écris, noir sur blanc, la mécanique moderniste qui pousse les peuples sous-développés vers la clochardisation. Et qui les pousse invinciblement vers la clochardisation. Parce que les structures de survie ont été détruites. Elles ont été détruites par l'évolution et la modernité. Diminuer la mortalité, c'est une qualité. Mais élever 20 enfants, il faut avoir 20 fermes. Ou un métier, ou 20 métiers. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La misère. Je crée les centres sociaux. Je prospecte tous les gens que je connais en Algérie. Mon objectif était de donner, de remonter le niveau de vie des gens de la campagne et de donner un métier à tous les enfants que la campagne ne pouvait plus nourrir. Created less than a year after the uprisings began, the service set up social centers in poor rural areas and in the slums. They taught, they nursed, they guided, they helped boys and girls, men and women. Without doing propaganda, despite the war situation. 6.5 years later, when Algeria became independent, 120 centers had been built across all of Algeria and 1,000 male and female instructors trained. Et je cherche quelqu'un de très qualifié pour diriger les centres sociaux. Et là, je trouve M. Aguès. Charles Aguès. Charles Aguès. Et qui était, alors, comme moi, très respectueux des cultures locales. On peut aussi garder comme une lampe, constamment allumée, la vieille culture. On avait créé quelque chose là-bas.
le bonheur de créer dans un climat extrêmement dangereux. Rien n'était plus dangereux que la guerre franco-allemande. Mais à ce moment-là, on créait quelque chose qui était au-delà de la haine. Of all the things I've done in my life, what means the most to me is to have created the Service of Social Centres in Algeria. Other things that I did were necessary and just, but good and evil were mixed in together, as in all struggles. In the case of the social centres of Algeria, it meant working wholly for the good, a good that was not defined in opposition to anything, a good that was creative without being destructive. However, the staff of the social centers are very quickly made the victims of arrests, expulsions, and threats. In 1962, 2 days before the ceasefire, the OAS, a pro-colonialist armed faction, assassinated 6 service inspectors at their workplace. 3 Algerians who loved France, 3 Frenchmen who loved Algeria. 4 months later, 4 months crazy violence. The new Algerian state did not continue the social centers, the end of an outstanding educational experience. There remained lasting friendships on one side and on the other of the Mediterranean, and the vestiges of a fruitful ideal. The International Commission Against the Concentration Camp System is authorized to carry out an investigation in Algeria. Germaine Tillion participates in this inquest in June 1957. Nous voulons aller en Algérie, visiter tous les camps et toutes les prisons. Nous partons avec le pouvoir d'interroger qui nous voulons. Je retrouve dans chaque prison des gens que je connais et qui me connaissent, à la fois comme ami de l'Algérie et comme ancienne déportée. J'avais 2 titres pour être bouleversée et atterrée aussi, parce que j'étais en même temps très angoissée pour le sort des pieds noirs, précisément, des Français d'Algérie. Je comprenais absolument l'affolement des populations civiles françaises et le désespoir des populations civiles musulmanes. Autrement dit, j'avais un désir intense d'arrêter la guerre. Tout ce que je voulais, c'est qu'on négocie, c'est qu'on se parle. C'est qu'on se parle. Je voulais obtenir qu'on se parle. Librement. Chacun disant ce qu'il a à dire et tâchant de défendre ses intérêts. C'était utopique? Pas du tout. C'était raisonnable. C'était infiniment plus raisonnable que la guerre. Quand nous sommes rentrés de cette grande enquête à travers les camps et les prisons, j'ai une jeune étudiante qui vient me trouver et qui me dit « Ils veulent vous voir ». Et j'ai dit « Qui c'est ça, ils ?» Elle m'a dit « Je sais pas ». Étant donné que je suis ici précisément pour me renseigner, je les verrai et je ne m'attendais pas du tout à rencontrer des gens du FLN. J'arrive dans une rue de la Casbah, je rentre donc sans savoir qui j'allais rencontrer. C'était les 2 grands patrons du terrorisme algérien, qui étaient là, Yassef Saadi et l'autre Ali Lapointe. Et ils avaient tous les 2 une mitraillette à la main, 2 ou 3 revolvers dans la ceinture. Sur le canapé, il y avait assis Ali Lapointe avec sa mitrailleuse sur les genoux. Et en face de moi, sur un fauteuil, Yassef Saadi. Yassef me dit, vous voyez que nous ne sommes ni des brigands ni des assassins. Moi, j'ai un choc, et avec beaucoup de tristesse, et beaucoup de gravité, et beaucoup d'émotions internes, je leur dis très gravement, vous êtes des assassins. Et à ce moment-là, il a un choc lui aussi. Et c'est à quoi j'ai répondu, exactement, nous sommes des assassins. Bien malgré nous, nous sommes des assassins. Quand on pose une bombe et qu'il y ait des amputés, on est automatiquement qualifié d'assassins. Et nous le sommes. C'est les conditions vouloir notre indépendance nous oblige à utiliser tout ce qu'on pouvait utiliser pour dire aux Français, il y en a marre, laissez-nous en paix, donnez-nous nous voulons notre indépendance, on lutte pour notre indépendance. Et il me raconte l'attentat qu'il avait lui-même ordonné.
et qu'il a été ensuite regardé. Vous croyez que ça me fait plaisir? J'ai pleuré dans le casino de la Corniche. Je vous donne ma parole d'honneur que les larmes, j'avais les larmes aux yeux en disant, Youssef, regarde-toi, bon Dieu, regarde ce que tu es en train de faire. Des jeunes filles, est-ce que j'aurais accepté que ma fille ait une jambe coupée? Jamais. Et je l'ai fait pour l'autre. Alors j'ai pleuré, je me suis dit, je ne recommencerai plus, je ne ferai plus de bombes. Au fond, moi-même, je me haïssais. J'ai dit, bon, arrêtez ça. J'ai dit, si on arrête, on cesse de torturer les Algériens et on les condamne pas. Moi, je vous donne tout de suite mes bombes. Toutes mes bombes, je vais vous les donner. Elle m'a dit que Dieu vous me donnez. Qu'est-ce que je vais en foutre avec vos bombes? Je ne les ai pas besoin. J'ai dit non, les bombes, on va les utiliser, mais pas contre les civils. Je lui dis, mais s'il y a encore des exécutions capitales? Il me dit, dans ce cas-là, je ne peux rien promettre. J'ai donc raconté en détail à Bouloche, et j'ai conclu en disant, si nous arrêtons les exécutions capitales, et que eux arrêtent les attentats, à ce moment-là, on peut parler et arrêter la guerre. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit, je vous remercie, au nom de la France, est-ce que vous accepteriez de repartir là-bas? Alors moi j'ai réfléchi, et j'ai dit, oui, mais pas de saloperie. Et Bouloche m'a dit, vous avez ma parole d'honneur. Pourquoi vous disiez ça? Parce que je ne voulais pas être prise en filature et risquer de compromettre les gens qui me feraient confiance. Youssef Saadi was arrested in Kasbah on September 24th, 1957, and brought before the military tribunal of Algiers on July 1st, 1958. J'avais dit, j'irai déposer comme témoin à décharge, et j'y ai été. En plein dans la fournaise. Et ma sœur a voulu m'accompagner parce qu'elle a pensé que si je disparaissais, il fallait qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse témoigner. Alors la déposition a été quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai raconté intégralement tout au tribunal. Ah oui, j'oubliais de vous dire que lorsque j'ai fait cette déposition au tribunal militaire, j'ai fait tirer 30 exemplaires de ma déposition que j'ai remis aux plus grands journaux parisiens en leur disant, vous ne le publiez que s'il m'arrive quelque chose. We ate together, ripping apart the article of Germaine Tillon that we, both Lanzmann and me, thought was a piece of garbage. Je me dis, c'est quand même pas gentil de dire ça. D'être bien tranquille, au soleil, à Saint-Germain-des-Prés, en train de se taper la cloche, bien à l'aise, pendant que moi je vais au charbon pour sauver des vies humaines qui sont réellement très compromises. J'ai remis au général de Gaulle, avant qu'il soit au pouvoir, tout ce que je savais sur la torture. Et je lui ai demandé, avant qu'il revienne au pouvoir, la grâce des condamnés à mort. Et il me l'a accordée. Et je dois dire que je lui ai aussi demandé la grâce, dois-je le dire, de Jean de Loaès. Eh oui. Et oui. Même ça, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que, je vais citer une parole célèbre, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous n'avez jamais recherché le pouvoir pour le pouvoir. Je n'ai jamais eu l'occasion. Et ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était le sauvetage. Sauver des vies humaines. Comprendre d'abord et sauver ensuite. She devoted herself wholly to Algeria, to try to save lives
to denounce torture, to mitigate the horrors of the war, and prepare for a better future. She never stopped making inquiries and informing others. She made the rounds. She explained. She pleaded. She supported. Cet hortensia qui a été apporté par le colonel de Bollardière. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, cet hortensia? Il est rouge, alors que les autres sont bleus. Et à quelle occasion il vous l'a offert? Pour une de mes légions d'honneur. Je lui avais demandé d'être mon parrain. Et alors il est venu ici avec une bouteille de champagne et cet hortensia. Et ce parrain, vous l'avez choisi? C'est moi qui l'ai choisi. Et pourquoi lui? Parce qu'il avait refusé la torture. Et c'était un acte très important. At this time, 10,000 Algerians are imprisoned in France, the majority for political activity. What can be done for them? In 1959, as a member of the cabinet of André Bouloche, Minister of National Education, Germaine Tillion is able to develop instructional programs in the prisons. Je demande donc à Bouloche, est-ce que vous accepteriez de prendre l'enseignement dans les prisons à l'éducation nationale? Alors il me dit, mais pourquoi pas? Là-dessus, je vais trouver le garde des Sceaux, qui était Edmond Michelet, et qui était un ami. Et je lui dis, est-ce que vous accepteriez de céder l'enseignement dans les prisons à l'éducation nationale? Il m'a dit, mais allez donc, prenez-le. Toc. C'est ce qu'on a fait. Thanks to the dedication of 2 cabinet ministers, which include a number of camp survivors, beginning with each of the ministers, books can circulate rapidly in the cells, classrooms are made available, teachers visit the detention facilities, correspondence courses are offered. A half-century later, the arrangements set up by Germaine Tillion continue to offer prisoners the chance to develop. After the war, Germaine Tillion continues to aid Algeria discreetly by founding the French-Algeria Association. Much later, in 2000, returning to a past that weighs heavily in the collective memory, she called on French authorities to officially condemn the torture practiced during the Algerian War. That same year, in one of her books, she asked, with a light touch, the people of Northern African origin in France to honor the future by doing well in their lives in France. For you, my citified sirs, half North Africans, half Parisians, I have written this little book about an uncertain past, which is as much ours as yours. Dear city folk, my friends, we descend from the same human beings. About our differences, so there's nothing to make a big deal about.